S'il y a des volontaires, je répète, c'est mieux de le faire maintenant. Il reste 2 places assises. Mais Non? s'il y a une place ici, là, de tout devant. Il y en a une en première ligne. Ça impressionne en fait. Oui, ça va. Ou là, comme vous voulez. Ah bah voilà. Très bien. Celui qu'on attendait. En plus, on peut garder une place. Bonsoir à toutes et tous. On est très content d'accueillir Mélanie Fauré et Gaël Lépin pour une discussion autour de l'ouvrage Guy Gilles à contretemps. Merci. Et l'aboutissement d'un long travail, Mélanie, tu vas nous parler. Et une rencontre qui prolonge aussi une très belle rétrospective, un colloque et un cabaret qui se sont déroulés en automne, enfin en octobre, l'automne. Et donc je vais vous présenter Mélanie. Donc, tu as écrit une thèse dirigée par Serge Le Perron, consacrée à l'œuvre de Guy Gilles, cinéaste autour duquel tu as co-réalisé 2 documentaires avec Prosper Hilleret, qui sont édités en DVD chez Lobster en bonus des films que vous pouvez retrouver sur la table à l'entrée de la boutique. En complicité, qui est un entretien avec Jean-Pierre Stora à travers ses archives. D'un café l'autre, qui est lié en entretien avec Macha Merritt, Jean-Christophe Bouvet, Philippe Chemin et Gilles Carré, qui se présentent sous la forme de déambulations dans les lieux gilliens et dans les cafés. Tu es maître de conférence à l'université Paris 8. Tu réalises par ailleurs des films et tu montes depuis 2018 la série d'Instants réalisée par Prosper Hilleret qui est en ligne sur YouTube. Gaël, alors, change de page. Tu as coordonné avec Marcos Suzal Guy Gilles, un cinéaste au fil du temps. Tu as initié depuis la rétrospective de La Rochelle en 2003 nombre de manifestations et programmations liées à Guy Gilles, auxquelles tu as consacré un site internet qui est fabuleux, hein, je recommande, et 2 documentaires, Photographie du temps d'avant, 2017, et Guy Gilles et le temps désaccordé, réalisé en 2008. Tu as signé par ailleurs 3 films de fiction, Seuls les pirates, L'été nucléaire et Les garçons de province. Et je te laisse la parole pour initier cette discussion. Donc, bonsoir. Je suis ravi de discuter avec Mélanie donc, de son livre, donc, Guy Gilles à contretemps, donc, aux éditions de l'Œil, qui sera disponible sans doute très vite dans les librairies de cinéma et un peu plus tard dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Peut-être juste pour commencer, alors d'abord dire juste quand même, effectivement, donc, en 2014, il y avait une rétrospective à la Cinémathèque qui avait été assortie donc, d'un livre collectif qui s'appelait donc Guy Gilles, un cinéaste au fil du temps, que j'avais donc coordonné avec Marcos Suzal, dans lequel déjà Mélanie avait écrit un texte sur un des documentaires de Guy Gilles, La loterie de la vie. Voilà, mais tout ça était déjà il y a 8 ans. Voilà, entre-temps, il s'est passé plein de choses. Mais peut-être avant, Mélanie, est-ce que tout simplement tu peux nous raconter comment toi tu as découvert les films de Guy Gilles? Mais alors, avant, parce que je ne veux pas oublier des choses, je vais faire quelques petits remerciements parce que je ne veux vraiment pas oublier. Et puis dire que donc, toute la rétrospective, le colloque, etc., je voudrais quand même citer les gens qui ont participé, donc Garance Rigoni, toi-même, Prosper Hilleret, Nicolas Drouin, Jennifer Verraes et Marion Schmidt. Vous m'aidez si j'ai oublié des gens. Et oui, après, il y a tous les contributeurs, Kenzo, Renan, enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient là. Je voulais remercier bien sûr la librairie de Potemkin et Garance qui a l'initiative de la rencontre de ce soir avec Franz qui dirige cette boutique. Voilà. Merci à tout le monde pour cette soirée. Bien sûr, mon éditeur, comme on dit, donc les éditions de l'Œil. Freddy, que je n'ai jamais rencontré, qui est là. Et donc merci d'être là. Et donc je parlerai de Jean-Pierre Stora et Prosper Hilleret plus tard
voilà, dans la discussion. Je voulais remercier Paris 8, l'Université Paris 8, et notamment notre laboratoire qui s'appelle l'ESTCA, qui est représenté aujourd'hui par Eugénie Zwanki, qui est là, voilà, qui nous a aidé aussi à la publication. Et puis tous les gens qui sont dans le livre en tant que qui font des entretiens, avec qui j'ai fait des entretiens. Certains datent de 2008, hein, quand même. Donc c'est un livre voilà, qui s'est fait sur beaucoup d'années. Voilà, donc je voulais quand même dire ces quelques noms avant de commencer. Et du coup, alors comment j'ai connu les films de Gigile, hein, sans connaître Gigile, bien sûr. Voilà. Donc en 2008 est sorti les premières éditions DVD, grâce à toi, chez là aussi donc l'édition Montparnasse et déjà l'Obster, oui. Voilà, l'Obster et Montparnasse. Et alors dans ce DVD j'ai découvert le premier film que j'ai vu, moi c'est L'amour à la mer. Donc j'ai eu ce choc comme ça, voilà, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet inconnu, voilà, alors évidemment très nouvelle vague quand même, c'est ce qui m'a le plus marqué au début. Puis après on s'en est vite détaché, enfin c'est vite, on s'en détache et à la fois, malgré tout il est toujours attaché à cette période. Et bon bref, donc espèce de choc comme ça, et puis je venais de finir mon master réalisation et je voulais pas arrêter mes études, je savais pas trop quoi faire, je me suis dit tiens, faire une thèse, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, moi je connaissais rien à l'université, enfin en tant que pur universitaire, je savais pas ce que c'était, donner des cours, une publication, tout ça, donc je me suis lancée comme ça un peu, parce que je voulais pas arrêter les études quoi. Et donc bien sûr, grande aventure. Et puis voilà, et puis donc je vais quand même dire aussi que dans le coffret, il y a un documentaire que tu as fait sur lui, sur Gigile, le photographe, qui est très, très intéressant, et le documentaire fait par Luc Bernard, donc le frère de Gigile, qui avec plein d'entretiens, très beaux films, etc., et qui nous plonge aussi vraiment dans ces films et dans cette trajectoire incroyable, ces très très beaux films de Gigile. Donc voilà, tout ça a fait que je me suis lancée là-dedans, et ben, je ne regrette pas, puisque ce soir on est là, et que boire un petit coup après. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Peut-être juste pour dire quand même, donc voilà, c'est un très beau livre, quand même, on peut le dire, comme c'est-à-dire que c'est effectivement, donc c'est adapté de ta thèse, mais avec un énorme travail iconographique. Donc le livre est en 3 parties. Et il y a une première partie, peut-être, qui est un peu plus historique. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé au départ, en tout cas dans cette partie-là? Qu'est-ce qui a été la question principale pour toi? Après, comme c'est un travail de thèse, évidemment, il y a tout le côté contexte, il faut remettre dans le contexte. Et donc, moi, je me suis vraiment... comme c'est un cinéaste vraiment très très peu connu, c'était... Bon, je pense que quand on fait une thèse sur quelqu'un où on connaît déjà ça sert à rien d'y aller, mais là, c'était très intéressant, d'autant plus qu'il est né en Algérie. Il fait ses premiers films à la fin des années 50 en Algérie, ce qui est quand même incroyable, puisqu'il n'y a pas de cinéaste à cette époque en Algérie. Il y a des films de propagande, il y a des films coloniaux, il y a des films documentaires, bon, voilà, mais un film comme ça d'un jeune cinéaste, auteur, entre guillemets, il n'y en a pas. Donc et donc tout ça a fait que je voulais me plonger vraiment dans ces années. Qu'est-ce qui se passait au niveau cinématographique en Algérie dans les années 50. Et donc là, on découvre qu'il y a un ciné-club à Alger, très intéressant, donc qu'il l'a fréquenté. Et donc là, il voit des films, des grands classiques qui viennent de métropole, hein, puisque voilà, et donc il voit les mêmes choses en fait que les cahiers du cinéma, des choses comme ça. Donc il a cette même cinéphilie. Il voit les films d'Hitchcock, il voit les films d'Eisenstein, de Chaplin, enfin bref, voilà. Et puis il a le goût des vedettes, il adore, voilà, il court après les vedettes pour chasser les autographes. Donc il a le goût du cinéma par ça, et évidemment ça se retrouve après dans ses films, hein, même si après il y a un côté très très formel chez lui, le goût des acteurs se retrouve et vient de tout ça. Enfin voilà. Donc, oui. Ouais. Et
voilà, donc et il écrit aussi, il est il est un peu journaliste en Algérie. Il écrit des petits papiers sur les films qu'il voit, et il a déjà ce goût voilà, de l'image, des sensations et encore des acteurs. Il fait les beaux-arts, donc vraiment il a on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment un cinéaste ultra visuel. Et toi, dans tes recherches, parce que moi j'étais très frappé quand même par la qualité la façon dont tu t'es renseigné, documenté, dont tu as été, en particulier sur l'Algérie, c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez inexistant. Parce que moi j'avais juste un peu fait parler Jean-Pierre Stora, donc son cousin, et tu t'es vraiment retroussé les manches, et je trouve qu'il y a une qualité quand même dans toute cette première partie, qui est comme aussi une histoire du cinéma. Enfin, d'abord en Algérie et ensuite à Paris. Donc peut-être est-ce que tu peux un peu raconter comme ça la façon dont tu as été, c'est pas que une histoire de thèse, c'est aussi une obsession et une forme aussi de, je sais pas, d'enquête, comme ça, très, très, très rigoureuse, je trouve. Bah après, une fois qu'on met les mains, on a envie d'aller au bout, parce que sinon on se dit, on va raconter que la moitié de la chose. Donc, et puis, il faut dire que j'étais aussi, on peut rendre hommage aussi à Guy Fiman et Claudine Ezikman, parce que j'avais un séminaire doctoral, et là, il fallait pas rigoler, c'est-à-dire qu'il fallait être ultra précis, sinon on se faisait... voilà. Et ça, et ça c'est très important. On sent, c'est très sérieux, effectivement. Enfin, pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Maintenant aussi que j'enseigne, c'est une rigueur qu'il faut absolument avoir. Parce que sinon, ou alors on survole, mais on ne fait pas un travail historique à ce moment-là, on fait autre chose. Mais si on décide de se plonger dans les archives, il faut y aller à fond. Et bon voilà, moi je suis allée à Aix-en-Provence, au centre d'archives de l'Algérie. Donc j'ai épluché les programmes des ciné-clubs, l'écho d'Alger, où j'ai retrouvé des articles, des petits articles du Gilles, ça. Donc, mais là c'est super de plonger. Ça crée toute une contextualisation qui est passionnante, quoi. Alors voilà, et puis bon, après il n'y a pas non plus. Je trouvais des petites choses, mais c'est pas non plus des grandes archives. Hein. Guy Gilles, bon, voilà, au bout de 1500 pages, je trouvais Guy Gilles, j'étais contente. Voilà. Non, c'était voilà, moi j'ai beaucoup aimé le travail comme ça d'enquête, d'archives. Après, plus compliqué forcément de d'écrire, par exemple. Voilà. La rédaction était plus difficile. Est-ce que, puisqu'on parle donc de l'Algérie, puis de l'Algérie et de Paris, est-ce que c'est le moment peut-être de parler du premier extrait? Ouais, donc effectivement, donc Guy Gilles, il part de Paris en 1960, enfin il fait beaucoup d'allers-retours quand même entre Paris et Alger, enfant, adolescent, il a même tourné un premier film très jeune à Paris, justement sur cette idée des chasseurs d'autographes, mais il avait quoi, peut-être 16-17 ans, mais ça a été perdu malheureusement ce film. Et en 60, finalement, il se décide à partir définitivement, pour dire aussi que pour lui, le cinéma, c'était quand même Paris. Hein. Il y avait, comme tu dis, il n'y avait rien en Algérie. Donc Paris, c'était fantasmé, rêvé, c'était la ville où il fallait vivre, où il fallait faire du cinéma. Donc en 60, il arrive et effectivement, il a fait d'autres films avant L'Amour à la mer, mais dans L'Amour à la mer, il raconte son arrivée à Paris, son amour de Paris. C'est vraiment une déclaration d'amour. Et c'est peut-être un extrait qu'on peut effectivement montrer maintenant. Pour l'entendre, pour le voir. Voilà. Et il l'explique très. Enfin voilà, vous allez le voir et l'entendre. C'est lui qui parle et qu'on voit. Comment? L'amour à la mer, ouais. Je vais vous donner ça si ça intéresse quelqu'un au bout. Ça sert à rien ici. Faut que tu rentres dans le dossier. Je n'avais pas avant. C'était sinistre.
de chez moi à 16 ans pour être libre, parce que la vie de famille, ça ne m'intéressait pas. J'aime bien choisir. Et une famille, ça fait partie des choses qu'on vous impose, alors ça n'allait pas. Je suis parti, et j'étais libre à Paris. Je regrette beaucoup cette époque. Je crois qu'il faut être très jeune pour avoir ce genre de sensation. C'est une drôle d'aventure. Au début, c'est passionnant. On a envie de profiter de la liberté par tous les bouts. J'habitais une chambre minuscule sous les toits. Au début, j'avais l'impression d'avoir toutes les chances. Même l'escalier de service avait un ascenseur. Il allait jusqu'au 7e, j'habitais un étage au-dessus, c'était pratique. Je crevais de froid dans ma chambre et le matin, quand je sortais, la première chose que je voyais, c'était la Tour Eiffel. Tu penses, ça me paraissait miraculeux, j'en avais tellement rêvé de la Tour Eiffel. Je travaillais selon ce que je trouvais, en particulier, je me souviens d'une fabrique d'objets en plastique, enfermé 8 heures par jour dans le jardin de Pacotier pour 50 000 balles par mois. Et je le faisais quand même parce que j'étais libre, j'avais choisi de le faire, et puis il y avait Paris. Tu aimes Paris comme Geneviève. Oui, mais c'est sûrement pas le même Paris. Il y a des tas de Paris. C'est fou ce qui peut se passer comme chose étrange à Paris. Et bien sûr, il faut être amené à les voir. Le petit bourgeois qui regarde la télé en rentrant du boulot, s'il pouvait imaginer ce qui se passe entre Blanche et Pigalle, il ferait une rôle de tête. Tu ne peux pas imaginer. L'amour de Paris, ça ne s'explique pas. C'est comme l'amour tout court. Tu ne peux pas imaginer combien j'ai aimé Paris. Combien j'ai aimé être seul dans cette grande ville. Je rêvais d'une vie entière, libre, sans attache. J'aimais tout ce qui faisait penser à l'aventure, au départ. Je me baladais partout, je regardais. J'étais fou de Paris et de ma liberté toute neuve. J'oubliais le froid et la pauvreté me laissaient indifférent. Non, pas tout de suite. Ça pour tout à l'heure. Juste peut-être une question quand même, c'est Gigile à contretemps. Oui. Pourquoi le titre? Donc, c'était l'idée d'essayer de trouver un titre qui fasse une espèce d'enfilade pour tout c'est la thèse en fait. La thèse au sens, au sens thèse quoi. Donc c'est l'idée qu'il est d'une part effectivement en décalage avec son temps, dans le sens où toujours cette marge avec la nouvelle vague, avec les gens aussi de son époque, hein, on parle aussi des gens des années 70, etc. Il a toujours été un peu hors du temps, hors des groupes, etc. Mais tout en étant en même temps complètement dans son temps. C'est-à-dire contre-temps, c'est contre, au sens être adossé contre, pas en opposition. Voilà. Donc il y avait cette idée-là pour la première partie. Contre-temps, il y a un côté vraiment rythmique, c'est-à-dire de trucs de musical en fait. Parce que juste quand même pour dire, donc le livre est divisé en 3 parties.
Donc une première partie dont on a parlé, qui est donc plutôt plus historique, et une deuxième et troisième partie qui sont davantage consacrées à l'écriture cinématographique de Guy Gilles. Et donc dans la deuxième partie, plutôt ce que toi tu nommes des figures, c'est-à-dire à la fois des figures concrètes, les acteurs, etc., et des figures au sens plus abstrait, des procédés de mise en scène. Donc c'est là où aussi où effectivement cette histoire de contretemps intervient. Comme un poème, enfin je sais pas, vraiment le côté formel, rythmique, voilà, du contretemps. Et le troisième partie, c'est lié au temps, comme une recherche cinématographique, une recherche au sens quasiment proustien, pour employer les grands mots. Et contretemps, recherche, parce que ma thèse aussi, c'est que c'est la recherche du temps perdu, et à la toute fin, finalement, je dis que c'est aussi la recherche de la lumière perdue. Et c'est-à-dire, finalement, la lumière de l'Algérie, et c'est pour ça, enfin, pour moi, un néon parisien, un reflet dans une flaque d'eau, c'est de son enfance. C'est ça, voilà. ouais. Ouais, donc, tout est sans arrêt une obsession, comme il y a quelque chose de très obsédant comme ça dans ces films, effectivement, qui renvoie sans arrêt, effectivement. Et donc, encore une fois, ce contre-temps, là aussi, on est contre le temps, on court contre le temps, on recherche le temps. Juste pour finir sur la première partie, tu me disais quand même que parce que tu as rencontré beaucoup de monde quand même dans les entretiens. Tu te souviens de combien de personnes tu as interrogé? Non, 7, 8, tu sais. 7, 8, c'était plus sombre. Et quelle était quand même la question que tu leur posais le plus? Est-ce que tu te souviens? Oui, peut-être c'est le côté, effectivement, pourquoi... Enfin, après, c'est aussi la question qu'on me pose beaucoup. pourquoi on ne le connaît pas, tout simplement. Donc voilà, après, il y a des explications diverses. Est-ce que, bon... Il y en a qui disent qu'il est arrivé, justement... Juste après la nouvelle vague où tout le monde... il y avait déjà eu un grand raz-de-marée et que c'était très difficile après de faire des films juste en 1960 où ils avaient tous fait leurs films, ils avaient pris la place. En plus, bon, après lui, il était quand même pas très bien considéré. Enfin, ces films n'ont jamais eu le soutien. À l'époque, il fallait quand même avoir le soutien quand même des cahiers un peu pour vivre. Et là, pourquoi il était mal considéré? Alors, moi, j'en sais rien, mais... Et quelle est ta thèse? De ce qu'on peut en dire, de ce qu'on peut lire et de ce qu'on a dit, c'est le côté un peu mièvre, un peu sentimental, un peu complaisant, un peu, un peu nostalgique, alors qu'à l'époque, il fallait être un peu comme ça. Voilà. Donc c'était ça, mais c'est un peu insuffisant aussi comme explication. Donc après, il y en a qui ont dit que c'est peut-être le fait aussi de venir d'Algérie, peut-être il y a eu un certain rejet, mépris de ça. Le fait aussi que il disait ouvertement qu'il était homosexuel, qu'il aimait les femmes, les hommes, il y avait un côté libre comme ça que peu peut-être disait à l'époque. Et ça, je ne l'ai pas interviewé, mais c'est Noun Serra qui dit que dans le métier, on considérait un peu... Donc Noun Serra, c'est la monteuse de L'amour à la mer. Oui, c'est ça. Et elle entendait bien que c'était... Enfin, ces mots, elle disait... c'était le petit PD et que... après, voilà. Après, il faut dire aussi quand même que... alors, ça se voit pas trop encore dans L'amour à la mer, quoique, mais dès le film suivant, son deuxième film au pan coupé, il filme le garçon qu'il aime. Oui. Et personne fait ça. C'est totalement nouveau quand même, parce que, à part éventuellement où c'est très caché, Cocteau et Jean Marais, et puis en plus il y a la différence d'âge, etc. Mais là, c'est vraiment deux jeunes gens comme ça qui s'aiment et l'un filme son désir pour l'autre. Ça n'a jamais été fait dans le cinéma français auparavant. Donc voilà, c'est des pistes d'explication, mais qui sont pas non plus très satisfaisantes, puisque en plus il y a des gens quand même qui l'ont défendu. Donc Jean-Louis Bory, Claude Mauriac, Henri Chapier, qui ont écrit des très très beaux textes sur ces films. Mais voilà, il n'avait pas la carte, quoi. De toute façon, c'est forcément il n'y a pas une seule explication, c'est pas possible. C'est un ensemble de choses aussi qui fait que. Et sans doute aussi lié, je pense, quand même à sa personnalité, parce que c'était pas. Il pouvait être pugnace pour aller chercher les acteurs, comme ça, et réussir à monter les projets. Au pan coupé, justement, est quand même produit par la principale interprète, qui s'est bien débrouillée quand même, Macha Merrill, qui fonde quand même une boîte de prod, Macha Film, pour ça. Et en même temps, il n'était pas non plus revendicatif, ni politiquement. C'est pour ça qu'effectivement, par rapport à l'Algérie, alors qu'il était tout à fait évidemment pour l'indépendance, mais il n'était pas dans les milieux de porteurs de valises, etc. Donc il n'était pas positionné. Et ça pour tout. Oui, il n'avait pas le côté militant vraiment affirmé.
direct. C'est-à-dire en mai 68, il y avait les films militants. Mais bon, notre position à nous, c'est quand même de dire que c'est des films très militants. Oui, mais dans Recoupé, justement, le jeune homme qui se laisse mourir de faim par désespoir parce qu'il ne peut pas vivre dans cette société de merde, il dit sans doute le problème vient-il de moi. Ce qui est alors inentendable en 68. Oui. Et, il était pareil, plus militant que tous les militants, finalement. et c'est pareil pour l'homosexualité, c'est-à-dire qu'effectivement il filme Patrick Jouannet, mais il n'a pas de discours là-dessus, il n'a pas de positionnement militant là-dessus. Donc je pense qu'effectivement, il pouvait être à la fois pugnace pour ses projets, et à la fois effectivement un peu trop doux, un peu trop comme ça, sans doute sur des moments, sur des endroits où il aurait fallu être plus revendicatif, je pense. Ouais, ou alors ça plaisait pas, peut-être cette position poétique sur politique, ça s'était pas entendu, alors que c'est peut-être bien plus fort, voilà, finalement. Mais c'est quelque chose qui revient souvent quand on ment, parce que donc, les films, quand même, mine de rien, depuis un certain temps, reviennent un peu, soit grâce aux éditions DVD, soit grâce aux programmations, dont la dernière avec Paris 8. Et souvent, on se dit, mais finalement, est-ce que les films sont pas presque plus... pas plus forts, mais que c'est maintenant leur temps. En fait, comme s'ils nous étaient envoyés comme ça d'un temps pour lequel ils n'étaient pas faits et qu'ils étaient faits pour maintenant. Et c'est pour ça qu'à contre-temps, ça marche. Ça marche non, c'est vrai, c'est assez Non, mais là, c'est sûr que la rétrospective a fait qu'on a bien vu que, en tout cas sur les... Mais même en 2014, mais je pense aussi même dans les années 70, 80, il y avait toujours des gens qui... Pas à ce point-là quand même. Oui, pas à ce point-là, mais parce que peut-être c'est... Mais là, la rétrospective, on voit bien qu'il y a toute une... Les nouvelles générations, à chaque fois qui voient les films, sont complètement bouleversées et ça leur parle... Voilà. Donc... Oui, parce qu'il y a un truc quand même, c'est ça qu'on peut dire, d'émotion, vraiment à voir ces films, c'est-à-dire que souvent, quand même, les spectateurs qui voient ces films ressortent avec une boule dans la gorge, avec vraiment quelque chose comme de très 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 puissant quand même sur l'émotion. Et c'est pour ça bien qu'on a du mal à leur expliquer pourquoi. Et il n'est pas aussi connu que Godard, je ne sais qui. Donc, peut-être, on s'était dit qu'il y avait quelqu'un dont il fallait parler, c'est donc il y a énormément de très très belles photos dans le livre, qui sont des documents, alors, il y a des photos de films, il y a beaucoup de photos de tournage, des archives personnelles, etc. Et qui donnent aussi, je trouve, au livre, du coup une qualité aussi pareil, je trouve, d'émotion, de rentrer vraiment dans la vie, l'univers de Guy Gilles. Peut-être qu'on peut parler maintenant de Jean-Pierre Storin, donc son cousin, qui a été son complice de toujours dès l'Algérie, où ils ont chassé les autographes ensemble, voilà, dont on parlait tout à l'heure. Et puis surtout, ça a été donc Jean-Pierre Storin était avocat, mais compositeur des films de Guy Gilles, d'autres aussi. Il a travaillé avec énormément d'autres cinéastes, d'autres artistes. Mais il a composé, je sais pas, 90% peut-être des musiques de films de Guy Gilles. Et ils ont eu, donc c'est le titre qu'on a donné à notre film avec Prosper, c'est En complicité, parce que ça a été une complicité de vie, de travail, et ils savaient vraiment, voilà, Guy Gilles lui parlait d'une petite histoire, et il lui montrait quelques images, et Jean-Pierre savait tout de suite ce qu'il voulait, c'était l'évidence, leur travail ensemble. Donc, et Jean-Pierre a toutes les archives, toutes les photos. On peut parler aussi on a fait une exposition photo il y a 4 ans, justement avec Renan aussi, et il nous a... Qui est au fond quelque part. il nous ouvre vraiment ces portes d'une générosité incroyable. Et donc voilà, comme tu disais, c'est bien aussi que ça soit dans le livre, parce qu'il y a un côté comme ça où on voit maintenant l'ampleur. Il y aura encore des milliers de choses, mais là il y a un beau panel de... Sur le cinéma, c'est quand même assez complet. Peut-être qu'effectivement, ce qui manque, mais ça ne manque pas, puisqu'il y a un jour, il y aura un livre consacré aux photos, aux peintures, les peintres aussi, les peintres aussi, les dessinés, les collages aussi sont très très intéressants. Donc Jean-Pierre, c'est vraiment quelqu'un de très important pour tous les gens effectivement qui ont travaillé sur moi. Moi c'est pareil, il m'a accueilli à bras ouverts, et il y a donc chez lui, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba. C'est formidable de pouvoir aller chercher tout ce qu'il a. Et puis il y a une autre personne aussi qui est importante dans ce livre. Oui.
Il est là. Il est ici présent. Et qui a signé la préface. Oui. Voilà, je te laisse. Donc Prosper Hillary, que tout le monde connaît presque ici, a signé la préface de ce livre, et donc je le remercie. Il y a une très très belle préface. Et voilà, Prosper que j'ai eu comme enseignant quand je suis arrivée à Paris 8. Et puis après, on s'est un peu perdu de vue, puis on s'est retrouvés, voilà. Et justement, on a fait toute la rétrospective ensemble en 2014, et puis après, on s'est plus quittés, et on a fait beaucoup de déambulations aussi dans Paris, beaucoup d'expositions, et qui ont nourri énormément cette thèse, notamment sur tout le côté aussi peinture. Je parle pas mal de peinture, sur voilà, tout ce qui est flânerie, et aussi tout ce qui est formel, et qui m'a fait aussi venir dans cette thèse le côté impressionniste, avec toutes les cinémas des années 20, des avant-gardes, dont Prosper est le spécialiste. Et du coup, tout ça a nourri cette thèse de manière incroyable. Et voilà. Merci Prosper. Et peut-être que c'est le moment, puisque tu parles d'impressionnisme, de passer le deuxième extrait. Oui, on peut passer le rêve du clair de terre. Qui est le troisième film de Guy Gilles. « 69, 10 » 70. Ne crains rien. Si la vie nous sépare, le souvenir des temps où nous nous connûmes durera. Ne crains rien. Si la vie nous sépare, le souvenir du temps où nous nous connûmes durera. C'est belle. Souvenir du temps. Ton clair sourire qui m'offre facilement des mots. Dans la nuit, mon désir implore. Je voudrais inventer des mots. Si la vie nous sépare, Ouvre tes bras que s'éblottissent nos besoins d'être caressés. Ouvre tes bras que s'accomplisse le miracle dont j'ai rêvé. Des mots nouveaux, je voudrais inventer des mots que nul jamais ne dit encore, des mots joyeux, tendres et sonores, des mots nouveaux
pour chanter selon mon envie le plus bel amour de ma vie. Tes yeux si bleus, tes yeux si beaux, tes mains brûlantes, tes mains câlines, ton clair sourire qui me fascine. Des mots nouveaux, je cherche, me voici l'aurore, et penché sur tes grands yeux clos, je dis simplement, je t'appelle. Je cherche la phrase parfaite, je cherche un mot enchanteur, le moindre baiser de tes lèvres. Juste avant que tu nous dises pourquoi tu as choisi cet extrait, je voudrais juste, parce que je trouve ça intéressant aussi par rapport au livre, de vous lire la fin de la préface de Prosper, si tu le veux bien, Prosper. Voilà. Ça donne quand même une bonne idée aussi. Mélanie Fauré fait remarquer que Guy Gilles privilégie le plan fixe. Ce que le plan fixe c'est que le plan fixe est le lieu où le mouvement advient, où l'émotion suit un visage à fleurs, où le vent traverse un paysage. C'est l'objectif qui révèle l'insolite de l'ordinaire, destitution pratique et restitution poétique, le repos qui capte le trouble, les vibrations qui fragmentent l'espace et le temps, le plan fixe qui fait fuir et qui revient. Le plan fixe ou le regard de l'émerveillement, celui des premiers spectateurs du cinématographe, Lumière, et son esthétique du plan fixe, qui s'émerveillait, dit-on, des feuilles qui bougent. L'étonnant, c'est le monde. Il faut le voir. Tout le cinéma de Guy Gilles semble pris dans ce trouble des choses, des sentiments, émerveillement mais incertitude, inquiétude, un monde, un rapport au monde, suspendu, qu'il faut réassurer à chaque instant par le retour sur les visages, les regards, les objets. Tension entre la rétention, la fixité et l'acuité du regard, et le désir de fuite, d'ailleurs. Je suis ailleurs, plus loin, sur une autre route, un sens répété. Tension entre l'éphémère, l'ordinaire et l'insistance fulgurante de la beauté. Fugue et fulgurance. Tension dans les sentiments, les êtres, les temps de faiblesse, les moments pour rien, les lieux quotidiens. Bistrot, chambre, où les corps s'épuisent, s'échappent et tiennent. Abandon et résistance, déchirés et réconciliés, épuisés et invincibles, dans le temps et contre le temps. Où, obstinément, il faut persister, insister à exister, à subsister. C'est sur cette ligne de faiblesse que Mélanie Fauré se tient, avec intensité, fait glisser les images, les personnages, les mots, les musiques et les sons pour leur donner forme, restituer par l'écrit la matière visuelle et sonore. Partie dans cette traversée là-bas, à arpenter l'œuvre pour y trouver la langue de Guy Gilles, celle d'un cinéma en temps de survivance. Pardon. Ah, c'est ça. Donc voilà. Entre l'émotion, les mots. Juste sur l'extrait qu'on vient de voir, il y a une chose qui me frappe, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est, vous avez vu que, si vous l'avez reconnu, Patrick Jouannet a un moment les cheveux longs et à un moment des cheveux courts. C'est pas qu'il a une perruque avec des cheveux courts, c'est tout simplement que les plans ont été tournés à des mois, voire des années d'écart. Et ça, c'est assez propre quand même à la manière de Guy Gilles, c'est-à-dire qu'il ne travaillait pas avec un plan de travail bouclé, etc. Il y a quand même une manière, il tournait lui-même aussi à la caméra, hein, et il pouvait comme ça choper aussi des images, il les gardait pour plus tard. Et en particulier quand j'ai vu au plan coupé, j'étais frappé par l'évidence
une espèce, non pas d'improvisation, mais quand même de capacité de faire avec le décor naturel, comme ça, la lumière, un visage, comme ça, en se disant c'est pas forcément hyper prévu à l'avance, il y a des passants qui passent derrière, personne n'a bouclé le périmètre, et là on voit qu'effectivement il y a des choses comme ça qui sont sans doute liées comme ça à une espèce d'intuition, une capacité de prendre des choses, et sans la lourdeur d'un tournage ultra professionnel et lourd, etc. T'as bu un petit... Il y a des bouteilles. Oui, donc, oui, et donc le titre de la préface, Fugue et Fulgurance, c'est typiquement cet extrait que nous avons choisi ensemble hier au coin du feu, avec Prosper. donc non, on l'a choisi parce qu'effectivement, il est révélateur de cette écriture, à la fois dans le flot d'images, à la fois d'une fluidité, et de heurts aussi. Donc il y a une espèce de confrontation comme ça des images. Et là, pour parler de comment la difficulté aussi d'écrire sur une œuvre comme ça, c'est que là, à la fois, on est pris comme ça, mais en fait, quand on décortique, c'est très compliqué parce que chaque plan renvoie à quelque chose. C'est un vertige, un labyrinthe, c'est un espèce de dédale sans fin. Et donc c'est pas toujours facile de remettre les choses d'écrire dessus. À la fois c'est passionnant, mais d'arriver à expliquer tout ce que ça veut dire, toutes ces images, je sais pas, cette chanteuse qui revient d'un plan à un autre, ces visages qui reviennent de film à l'autre, des plans qui reviennent de film à l'autre. Des fois, on se perd complètement, en fait, on ne sait plus dans quel film on est. Voilà, et donc cet extrait, il est bien pour ça, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il est très riche. C'est sa façon de monter, mais aussi de faire revenir plein de choses, du passé au présent, du présent dans le passé, une espèce de confrontation des temps aussi. Donc, voilà. Non, tout à fait. C'est vrai que c'est une des choses qui m'avait le plus frappé. Le premier film que j'ai vu de Guy Gilles, c'est Le Clair de Terre. Et cette séquence en particulier, j'avais trouvé absolument incroyable. Alors évidemment, quand on l'isole comme ça, forcément on ne sent pas parce que tout le film n'est pas construit comme ça. Mais il y a une sorte quand même de contamination, quand même, effectivement. C'est quand même, tout le film est quand même photographique et qui peut parfois être heurté tout en étant lyrique, et qui là dans le rêve devient complètement systématisé effectivement et prend une proportion complètement folle. Et après oui, sur l'improvisation, tout ça, alors moi j'ai eu accès à quelques scénarios, c'est quand même très très écrit, mais c'est très écrit visuellement déjà, c'est-à-dire c'est pas le côté, il y a moins l'histoire que déjà on va filmer le bouquet de fleurs, on va filmer le rideau, le regard qui se baisse, etc. C'est écrit comme ça. Donc, et voilà, et puis après effectivement c'est un grand documentariste aussi, donc le côté pris sur le vif, il fait des portraits de ville comme on en fait peu, quoi. Donc voilà. Je sais pas si peut-être aussi il y a des questions. Je sais pas déjà, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, témoigner, poser une question? Je sais pas, ça peut être un moment plus aussi ouvert d'échange. J'avais juste une curiosité, c'est par rapport à sa famille. Oui. Parce qu'en fait, il est en Algérie du fait de sa famille. Oui, en Algérie. C'est quoi la Du fait de sa famille. Du fait de sa famille. Oui. Son père, sa mère, c'était qui? Ouais, c'est ça. Quel rôle ça a joué dans ça? Alors, donc oui, ses parents, toute la famille était en Algérie, il y avait peut-être des cousins, je crois, à Paris. Et son père, alors il était, tu vas m'aider, il était comptable, Oui, dans la banque, voilà, donc lui il était assez opposé en fait à tout ce côté artistique, tout ça, voilà, il était opposé à ce que Guy Gilles fasse des films, mène une carrière artistique. Par contre, sa mère, qui s'appelait Gillette, et d'où son nom Guy Gilles, parce qu'il s'appelle Chiche au départ, elle le soutenait là-dessus, puisqu'en plus elle avait ce côté artistique. Alors elle faisait de la peinture, hein, je crois, mais bon, pas en tant que elle vivait pas de ça, mais elle aimait ça. Je sais pas si elle aurait voulu faire une carrière artistique, voilà. Elle aurait voulu être danseuse ou peintre. Donc elle le soutenait, mais bon, a priori c'est quand même l'homme qui avait plutôt le dernier mot. Voilà, Donc Guy Gilles l'a fait un peu contre il l'a pas fait avec le soutien de ses parents, quoi.
voilà. Et c'était une famille d'Alger. Enfin, je ne sais pas si on a répondu à la question. Oui, ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est savoir la première fois qu'il touche une caméra, comment ça se passe. Alors, la première... Est-ce que tu as pu retrouver ça, ce moment où... Parce qu'il y a quand même un côté... Ouais. Donc la première... Alors déjà, il fait les Beaux-Arts à Alger. Donc très... Bon, je sais pas, à 16-17 ans, il doit faire les Beaux-Arts. Il a une petite... Alors, cette caméra, je sais pas d'où... Peut-être avec Marc Sator. Je pense que c'est Marc, oui. C'était un ami à lui qui était très... déjà un peu proche du cinéma, etc. Donc il devait avoir une caméra. Et plus technicien aussi, voilà. je pense. Et donc déjà, son premier geste, a priori, c'est quand il est à Paris, qu'il filme les acteurs vers la Comédie Française, Jardin des Tuileries, etc. Film perdu. Mais par contre, deuxième geste en Alger. Alors oui, le truc c'est que c'est pas les mêmes caméras, je crois que les chasseurs d'autographes ça doit être du 8 mm, Oui, c'est voilà, une toute petite caméra, caméra, alors que Soleil éteint c'est tout de suite du 35. Je ah crois. oui, 30, c'est pas du... Non, je pense que c'est du 35, non c'est pour ça que Marc était important Ouais. justement. Et donc, il finance son film à la suite du décès de sa mère, Voilà. avec un petit pécule, voilà. Et donc c'est Soleil avec comment l'héritage. Ouais, mais bon, très, très petit, mais une petite somme d'argent. Ouais. Je crois me souvenir qu'il finance le tournage. Ouais, oui, et alors tu sais, après, voilà. Parce et que... après, c'est à Paris que la post-production est faite avec Pierre Bromberger. Il va le voir, voilà, et puis qu'il disait c'était le Saint-Bernard des jeunes cinéastes. Et donc Bromberger a accepté, voilà, moyennant un petit peu, enfin juste en lui donnant de quoi faire sa post-production. Donc lui, il a eu à Alger, il avait la caméra, sûrement la pellicule pour le tournage Soleil éteint, mais bon, ça n'a pas dû coûter très très cher. Hein. Et c'est un court-métrage qui fait peut-être 10-15 minutes, Soleil éteint. Et c'est un court-métrage voilà, un peu lourd et triste, et sur la question de partir ou pas d'Algérie, et évidemment avec tout la tristesse de la perte de sa mère, qui l'adorait. Comme ça, ouais. Voilà. C'est le côté psychanalytique qui m'intéressait un peu, quoi. Ouais. De retrouver... Bah, le côté psychanalytique, le fait de prendre le nom de sa mère, Ouais. le prénom de sa mère, c'est pas mal hein, déjà. Bon, puis après, ça reviendra dans tous les films. Et le portrait, Oui, on l'a il y a vu, Alors, on l'a pas vu, non, je crois. parce que finalement, dans L'amour à la mer, il porte un portrait de sa mère, donc de tableau. Et ce tableau, on le retrouve dans plusieurs de ses films. Quasiment tous ses films. Voilà, c'est un portrait. Et il est chez Jean-Pierre Seurat. Et il est chez Jean-Pierre, c'est ça. Elle a suivi jusqu'au bout. Non, mais on sent, ce qui est intéressant chez lui, c'est moi je ne veux pas mobiliser la parole, mais c'est qu'on sent qu'il a touché la caméra. Ah oui, bah alors lui, il était était, son œil, c'était... Il a touché une caméra, qu'il n'a pas une super équipe derrière lui. Il sait filmer, il sait cadrer, il fait des cadres magnifiques. Bah, c'est lui qui cadrait. Hein. Étonnant, Ouais. étonnant, émouvant. Quoi, je veux dire. C'est un très grand photographe, je pense. Et, oui, non, mais c'était lui. Et Bon, ça, il avait des... Ça nourrit d'émotions les images qu'il filme, en fait. Il disait je peins avec ma caméra. Ça, c'était son truc. Et il aimait bien, il avait vraiment ce côté Parce que je pense que c'est un cinéaste de l'existentiel, en fait, quelque part. Son problème, c'est qui suis-je, quoi. Comment ça marche. C'est pas du tout les problèmes de la nouvelle vague, qui étaient beaucoup plus sur politique, justement. Sexuel, tout ça. Sexuel. Le Godard, tout ça, on voit bien. La nouvelle vague raconte des histoires. Lui, il raconte pas des histoires. Lui, il nous balade dans des émotions. Et bien sûr, il raconte des histoires parce que c'est pas un cinéaste expérimental, hein, mais il y a un côté comme ça, émotion, quoi. C'est important. Là, dans certains montages, tout ça, il y a un côté quand même. C'est le moment de les poèmes, ouais. Alors c'est un peu long, je sais pas où on en est, mais vous me on dites parce que non, mais on peut enfin non, mais parce que effectivement juste les lancer, on discute ça, comme ça. On peut lancer peut-être les poèmes électriques. Ah oui, ça c'est très bon. Donc voilà, c'est silencieux, donc on peut comme ça on aura des. On peut continuer à discuter. non, mais voilà. Il filmait en fait à partir de 77, donc là pour le coup en 16 mm. Il filmait la nuit, la rue, donc vous allez voir toutes les enseignes de Paris.
Et l'idée, à un moment donné, c'était de faire justement des petites histoires liées voilà, on peut se raconter, qu'est-ce qu'on peut se raconter, couscous, Alger la nuit, le départ, l'arrivée, tout ça. Et finalement, les rushs qui nous restent, il y a un côté comme ça brut qui est vraiment sublime, quoi. Et voilà, le palmier. Vous voyez, déjà, ça raconte déjà quelque chose, quoi. Et puis c'est un côté monté dans la caméra directement. Voilà, c'est un tourné monté, mais il y avait un projet de montage. C'est un tourné monté. Oui. Il y avait un projet de film quand même. Il y avait un projet. Mais voilà, vague. Ça servait aussi de repérage des fois aussi. Ce qui est drôle, c'est que c'est quand même presque le film de Guigil inachevé qui nous reste comme ça, et c'est pas mal aussi, qui est ça, comme ça, qui existe sous cette forme un peu comme ça, ouverte, fragmentaire, et qui permet des gestes de programmation à chaque fois singuliers, puisque toi tu l'as programmé récemment en extrait avant chaque long métrage, et Yann Gonzalez l'avait programmé aussi d'une autre manière dans sa carte blanche et la Cinémathèque, et c'est du coup quelque chose qui est un peu plus appropriable en fait pour nous. Tu voulais dire quelque chose? Enfin, ou peut-être oui, Bah sur oui. les... Non, je voulais revenir sur les deux extraits qu'on a vus, qui me semblent significatifs de l'œuvre de Guigil dans ces deux pôles, et pourquoi il est nouvelle vague et il ne l'est pas, alors qu'il ne soit pas aimé par la nouvelle vague, ça n'a aucune importance, mais c'est intéressant de voir en termes de style. Dans le premier, il y a d'abord le bout de la ville, du documentaire, la liberté, sont des thèmes des débuts de la nouvelle vague, une espèce de naturalisme. Et dans le deuxième extrait, moi je trouverais qu'on est plus du côté du formalisme, de l'expressionnisme, de la composition, comme dit Christian. Et ça, c'est moins une nouvelle vague. Peut-être le seul qui relie les deux, c'est Godard, dans son naturalisme et son formalisme. Et je trouve qu'on a les deux pôles de l'œuvre de Guigil, une espèce de sentimentalisme naturaliste, et puis un expressionnisme, un formalisme, et les deux souvent mêlés aussi. C'est difficile. Là, ils sont à l'état pur. Il faut penser que ce sont des petits films dans le film aussi. La découverte de Paris ou le rêve. Oui, c'est vrai, oui, c'est très singulier dans chaque film en fait. Oui. Et donc c'est comme des espèces de laboratoires ou de matrices de ce qu'est son cinéma. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. On boit des paroles. Avant de boire le champagne, on boit des paroles. Pendant que les poèmes électriques défilent, est-ce que c'est le moment ou jamais? Si vous voulez poser encore une question à Mélanie ou faire un témoignage, ouais. Moi j'avais une question. Est-ce qu'on lui connaissait des amitiés ou des affinités avec des réalisateurs, des réalisatrices de sa génération, de son époque? Et il y a un film de lui qui m'a beaucoup marqué, c'est Nuit docile, qu'il a fait dans les années 80, il me semble. Et moi ça me rappelait plutôt les films de la Diagonale, avec ces environnements très urbains, très mélancoliques. Et est-ce qu'il y aurait pu, à défaut d'avoir été accepté par la Nouvelle Vague, est-ce qu'il y aurait pu y avoir un pont possible entre Guigil et Biette, Vecchiali, etc. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il connaissait tous ces gens, il les connaissait, il les côtoyait, etc. Mais bon, par exemple, on sait que Vecchiali, c'est pas sa tasse de thé, Guigil, donc il y a une espèce de... voilà, on va rien dire, mais il était ami avec Biette. Il avait été cadreur d'un court-métrage de Biette et il a joué. Il apparaît chez Vecchiali dans un film, je crois, La Machine, je crois, mais il a un petit rôle. Parce que chez Biette, dans le thème des matières, il y a une petite scène. Oui. Non, mais voilà, ils se fréquentaient, et puis on a des photos de réveillon où ils se passaient les Nouvel An ensemble, par exemple, avec la bande Diagonale. Donc, vous voyez, bon. Après, voilà, mais et puis il y a Jean-Christophe Bouvet qui fait le lien, c'est cet acteur que vous connaissez, qui a travaillé beaucoup avec toute cette bande et qui a travaillé avec Guigil. Donc voilà, il y avait des liens comme ça, mais sans plus. Puis quand on voit effectivement les films de Biette, par exemple, c'est quand même très très différent de Guigil. Bon, voilà.
Après, dans les autres cinéastes, moi, à part, je sais pas, je dirais, à part Varda, peut-être, ils sont un peu connus, ils ont fait un film ensemble pour la télévision. Oui, il avait été assistant pour Demi aussi, quand même. Voilà, mais on sent que ça n'a pas non plus été. Voilà, on ne connaît pas plus que ça, en fait, les vrais liens. Donc voilà, c'est plus avec les acteurs, j'imagine, Macha Merrill qui a été jusqu'au bout, je pense, une alliée, une amie, voilà. Mais ça serait plus les gens peut-être. Oui, t'as raison, mais je pense que c'est plus du côté des acteurs, effectivement, qu'il y avait des soutiens, effectivement, tout à fait. Et des soutiens très étonnants, enfin vraiment, parce qu'il y avait vraiment des stars quand même. Quand on pense que quand même Delon tourne à un plan, d'accord, mais quand même, en 65, au sommet de son et puis il fait la voix dans... Il fait la voix de Joseph Conrad. Et puis il le produit. Donc, donc voilà, il y a des liens comme ça, mais pas très... Sinon c'était des gens, enfin, c'était un peu comme ça, par hasard. Le Lelouch l'avait un peu aidé à un moment donné, puisqu'il avait produit son court-métrage. Duras a écrit un texte, un joli texte sur Repan coupé. Après, je sais pas quels étaient les... C'est quand même un peu du coup par coup, quoi. C'est vraiment, ou Reichenbach, comme ça, mais bon, c'est... Ah si, ce qu'on peut dire quand même, Melville avait beaucoup aimé quand même L'amour à la mer, ça c'est classe quand même. Voilà, la lune, voyez, on se raconte beaucoup d'histoires. Le clair de lune, après le clair de terre. Il y a Jeanne Moreau aussi, qui était... Ah oui, alors ça c'est la grande histoire d'amour, de déchirement. Oui, c'est vrai, ils ont vécu ensemble, ils ont fait... Alors elle a eu des rôles très comme ça... Pas un rôle principal dans ses films. Elle apparaît beaucoup dans le Jeunet, documentaire qu'il a fait sur Jean Jeunet. Elle est la voix, elle est la lectrice, elle apparaît, il est fasciné. Enfin, je veux dire, comment il la filme, c'est la bouche, c'est les yeux, voilà. Elle a fait des chansons, elle a fait 2 chansons, on pourra peut-être finir par ça justement. Celle d'Absence répétée et celle du Jardin qui bascule. Voilà, donc ils ont effectivement eu un lien très fort et à la fois, après on n'y était pas, mais je crois que ça a été assez douloureux aussi, donc voilà. Mais effectivement, c'est une grande rencontre et une grande fascination de Vigile pour Jeanne Moreau. Voilà, et la transition donc est toute faite, peut-être pour une dernière chanson et peut-être pour arrêter là avant de boire un coup. Parce que ça... Ouais. Vas-y, présente là, parce que... Alors voilà, donc peut-être le dernier extrait, c'est une chanson écrite par Jeanne Moreau, qui encore, comme disait Prosper, c'est un film dans le film, là aussi. Temps suspendu, le temps d'une chanson, on regarde Jeanne Moreau chanter en plein milieu du film, voilà, ça arrive comme ça. Et alors, on voit, j'ai calé l'extrait, normalement on voit, c'est marqué chez Maria, comme si on était dans une espèce de, je sais pas quoi, cabaret, je sais pas trop quoi. Il y a une photo de Jeanne Moreau jeune, chez Maria, et Maria qui a un prénom récurrent aussi, on aurait pu parler de ça, les prénoms récurrents dans les films où on se perd aussi. Et chez Maria, et après, paf, on plonge, et là vous allez voir aussi tous les visages, voilà, donc le jardin qui bascule, Jeanne Moreau, et merci beaucoup. Stéphane. Je
mon délice du vagabonde. L'horizon est à démesure, mais quand j'éclate, l'orage gronde, puis je t'apaise, tu me rassures. Je m'ennuie la nuit sans toi, les beaux jours toujours c'est toi. Je souris, je ris pour toi, quel amour, l'amour et toi. Si ton cœur cessait de battre, je me dresserais comme un nid. Les coups du sort voudront m'abattre, j'existerai comme un récit. Debout tout droit rêvent les arbres qui entourent, cachent la maison. Coucher la mort dessous le marbre, notre amour est la vraie raison. Notre amour est ma vraie raison. Notre amour est ma déraison. Voilà. Merci Mélanie. Il y a au moins une quarantaine d'exemplaires ici, voilà, qui peuvent être, vous pouvez procurer ce soir et que peut-être Mélanie peut même dédicacer. Oui, il y a juste une petite table où il y a des DVD un peu en lien avec Gigi, donc soit par les acteurs, soit par des films qui citent de temps en temps, aussi des livres donc, que je cite aussi dans ma thèse, donc bon, Germaine Dulac, voilà, je sais pas. Voilà, c'est une petite table regarde. Et voilà. Et séance de dédicace, si vous voulez vous faire dédicacer le